Oui, il ne suffit pas d'avoir des textes. D'abord, il y a des gens qui peuvent céder facilement à la corruption et d'autres pas. Dans cette salle-là, logiquement, il y a 5% d'entre vous qui pourraient assez facilement, s'il y a de bons corrupteurs, vous corrompre. Moralité, il y en a une dizaine qui peuvent lever la main. Tout ça va dépendre aussi de la manière dont vous exprimez votre direction, puisque vous avez été élu du peuple, oui, ou élu, si vous êtes un chef d'entreprise, parce que c'est la même chose pour les entreprises, si vous êtes élu du capital, ou même si vous êtes, par exemple, dans une coopérative ouvrière, élu du travail, le fait d'exercer votre responsabilité seul, en toute décision seule, il est évident que vous allez avoir beaucoup de corrupteurs qui vont venir vous voir pour essayer de vous entraîner dans cette transgression de la règle. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus informé. Avec le monde Internet, tout a changé. Et dans une certaine mesure, on a vu tout à l'heure, dans la première partie de la réunion, des gens qui parlaient de démocratie participative. C'est-à-dire que beaucoup de décideurs sont obligés aujourd'hui de faire appel à une consultation de leurs collaborateurs ou de leur population. Et dans une certaine mesure, de ne prendre des décisions qu'après cette consultation. Donc ils ne sont plus des chefs autoritaires qui peuvent décider tout seuls, y compris hors des sentiers normaux. Ils sont souvent, à ce moment-là, des leaders. Et des leaders qui, naturellement, ont beaucoup plus de difficultés à exercer cette dimension de corruption. Alors moi, naturellement, je vais un peu plus loin, oui, et je vais vers, non plus la démocratie participative, mais la, oui, démocratie concertative. Concertative, c'est-à-dire que je fais prendre des décisions par groupe, par un groupe de 20 personnes, généralement 15 personnes, 20 personnes, etc. J'ai vu là que vous aviez, par exemple, 19 gouverneurs. Si ça avait été des 24. Gouverneurs... 24, pardon, excusez-moi. Oui. Si ça avait été des gouverneurs élus et qu'eux prennent une décision pour rechercher ce qui est consensuel pour l'ensemble du pays, entre les différentes régions, il est bien évident que là, il n'y a plus de corruption du tout. Parce qu'on ne peut pas être un individu corrompu. D'abord, c'est très difficile pour les corrupteurs. Si vous avez 24 personnes à corrompre pour pouvoir effectivement leur faire prendre la décision que vous aimeriez qu'ils prennent, je vous dis, tous les chefs d'entreprise qui sont dans la salle, vous allez avoir beaucoup de mal. Par contre, si c'est pour une personne, là, effectivement, c'est différent, parce qu'on la connaît bien, on peut créer des amitiés, etc., etc. Bon. Et donc, toute la problématique, elle est effectivement d'aller vers des formes de démocratie comme ça, concertative, qui existaient, n'oublions pas, chez les Iroquois. Les Iroquois, qui étaient des petites tribus, définissaient ce qui était nécessaire pour la tribu ensemble. Et ils avaient un chef de tribu qui n'était pas le décideur, le chef qui décide, mais qui était celui qui les représentait au niveau de la confédération tribale, oui, c'est-à-dire éventuellement de l'ensemble des autres tribus. Et ils prenaient une décision collectivement. C'est comme ça d'ailleurs que les États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, qui étaient contre le colonisateur britannique, à un certain moment, pour s'en sortir face à cette force extérieure, ont créé 13 États, 13 États qui ont été les États-Unis d'Amérique. Oui. Et c'est comme ça que Washington est devenu le premier président. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce genre d'organisation. Et qui nous permet, à ce moment-là, d'avoir un rôle de représentation, c'est-à-dire de décideur, mais à l'échelon supérieur. Je peux vous assurer que ce travail, qui n'est plus un travail de leader, mais un travail de catalyseur, ce travail de catalyseur, pour tous les managers que j'ai mis dans cette situation de catalyseur, c'est extraordinaire. Parce qu'à la fois, il faut qu'ils aident à ce que le groupe fasse commun, et en même temps, ils valorisent la diversité des membres du groupe. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce qu'il y a certainement beaucoup d'économistes dans la salle. Aujourd'hui, on a besoin des 3 formes d'économie. L'économie du don et du contre-don. Le partage, fraternité, bienveillance.
Ça, c'est l'économie que vous faites, si vous voulez, en échangeant ce que vous faites avec vos femmes. Là, je vois beaucoup d'hommes dans la salle. Hein, c'est-à-dire, vous faites la vaisselle et elle fait la cuisine. Voilà. Là, vous n'avez pas besoin, si vous voulez, d'employés. Hein, et toutes les sociétés primitives ont fait comme ça du don et du contre-don. Oui. C'est utile, ça descend le prix de revient dans vos entreprises. C'est utile, ça descend le prix de revient. Après, vous avez l'économie, non plus de la coopération, mais de la compétition. Il faut quand même se battre contre les concurrents. Il faut être plus fort qu'eux. Alors, vous pouvez utiliser la corruption, d'accord, mais je pense que de moins en moins, on pourra utiliser ce type d'organisation. Et donc là, il faut avoir, effectivement, vous allez faire du PIB, pas de problème, sauf que vous avez aujourd'hui une transformation du monde du travail. Jusqu'au XIXe siècle, on travaillait quand même beaucoup avec la main. Maintenant, vous faites du sport, parce qu'autrement, vous travaillez quasiment plus avec la main dans cette salle. Là, je vois que des cols blancs qui travaillent avec la tête. Sauf que la tête, bientôt, c'est les logiciels. Et moi, c'est ce qui se passe chez moi. C'est les logiciels qui prennent le pas. C'est les ordinateurs. Et donc, maintenant, vous allez travailler avec l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire le cœur. Et à ce moment-là, c'est avec cette dimension-là que vous allez construire du PRB, c'est-à-dire du produit de rareté brute. Et ce dont on a besoin, c'est de l'innovation. Cette innovation, aujourd'hui, elle ne peut se faire, je vous assure, que lorsque vous avez de l'innovation collective, c'est-à-dire que vous additionnez des singularités. Ce n'est pas votre innovation personnelle qui va faire qu'on va être innovant demain. Ce qui va faire qu'on est innovant, c'est qu'on va rassembler des gens différents pour faire ensemble. Et donc, à travers un management catalytique, vous allez développer de la fraternité et vous allez développer cette capacité d'innovation supplémentaire. C'est vrai pour nos entreprises, mais c'est vrai aussi pour la puissance publique. De la même façon. D'où ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que la décentralisation, oui, il peut y en avoir plus, puisque là où il y avait une personne pour un État, vous pouvez avoir 1000 personnes qui ont chacun des responsabilités autonomes et personnelles. Oui. Mais c'est rien à côté de ce que vous allez pouvoir constituer comme développement dans une société qui va avoir de plus en plus besoin de l'innovation.